c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Salut! Salut, c'est Pascal. Préparez vos chattes. Il y a quelques temps, j'ai sorti une grosse vidéo sur les films Kung Fu Panda, et dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de gens m'enjoindre à parler de la trilogie Dragon. Bon, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'avais pas vu les films depuis assez longtemps, mais j'en gardais le souvenir d'une trilogie plutôt bonne. Du coup, par curiosité, je me l'ai surmaté, et pardonnez l'ignorant que j'étais, en fait c'est des giga bangers. Du coup, gracias à vous pour vos commentaires, ça m'a permis de me refaire une idée sur ces pépites. Muchas gracias, afición. Du coup, pour vous remercier, voici mon avis sur la trilogie Dragon. Bon, je vais pas vous rabattre les oreilles avec des informations sur DreamWorks, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut dans la vidéo Kung Fu Panda. Allez la voir d'ailleurs. Mais grosso modo, DreamWorks, entreprise créée en 1994, l'année de ma naissance, par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen. Entreprise qui a sorti 19 films d'animation avant celui qui nous intéresse, dont des petites dingueries comme Le Prince d'Égypte, Chicken Run, Simbad ou encore Kung Fu Panda. Encore lui. C'est le studio concurrent direct de Disney, avec à sa tête un ancien grand ponte de chez Disney, et qui fait mieux les trilogies d'animation que Disney. Non mais je veux dire, parlez-moi d'une bonne trilogie d'animation qu'a fait Walt Disney Studios. Oh putain oui. Et pour le film, on remonte à 2003, pour la sortie du livre How to Train Your Dragon. Car oui, cette franchise est bien tirée d'une suite de livres. Bon, j'ai pas lu les 12 tomes que comporte cette collection de livres, mais globalement, d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un gamin chétif viking qui va prouver aux autres qu'il peut faire partie des leurs, malgré ses différences et son appréciation des dragons. J'en profite aussi pour vous dire qu'on n'abordera pas les 5 courts-métrages tirés de la licence. Oui, 5, rien que ça. Ou encore les 3 séries et leurs nombreuses saisons. Mais tout de même, sacrée franchise. Ça va se développer aussi bien en bande dessinée et roman graphique, qu'en show sur glace et attraction de parc à sensations. Bonjour le pognon. J'ai chié dans le cul de la réussite. Donc, intérêt pour le bouquin, comme je vous disais, qui va éveiller les désirs filmiques d'un certain Dean DeBlois. Ce personnage est important. J'adore sa petite bouille. Il est trop mignon. Qui va à partir de 2008 et avec l'aide de son pote Chris Sanders, s'atteler à créer cet univers que nous aimons tant. Pour info, c'est les deux papas de ce bijou de Lilo et Stitch, sorti chez Disney. Autant vous dire que niveau histoire d'amitié entre un humain et un truc, ces deux-là s'y connaissent. Mais ils seront quand même aidés à l'écriture par Alessandro Carloni, oui, le co-réalisateur de Kung Fu Panda 3. Oh oui, tous les morceaux se recollent. Et ils vont avoir en plus les lumières de Bonnie Arnold, une productrice qui a déjà aidé à la création de La Famille Addams, Toy Story ou encore Tarzan. Une sacrée pointure dans son domaine également. Globalement, voici donc les 3 cerveaux de l'affaire, qui auront sous leurs ordres la crème des animateurs de l'époque, en la personne des équipes de création de chez DreamWorks. Un peu moins de 600 personnes dévouées que je salue, parce qu'on se rappelle souvent de ceux qui dirigent, mais il ne faut jamais oublier les petites mains de l'animation qui réalisent nos rêves en chiant des kilotonnes de polygones 3D. Des gens passionnés et travailleurs, qui vont pendant 2 ans donner tout ce qu'ils ont à tous les niveaux pour adapter et porter à l'écran le film que je m'en vais vous présenter immédiatement. Check cette transition de professionnel. Allez, on commence. J'avais rapidement parlé du nouveau logo de DreamWorks dans ma dernière vidéo, je me demande juste pourquoi ils ont pas gardé celui-là. Il était parfait. Il était parfait, parfaitement constitué. Et oh, regardez qui passe derrière rapidement. Et nous sommes introduits directement par une voix de Cressel qui nous présente la ville de Burke. Oui, Burke. Mon village. En un mot, balèze. Mais ce n'est pas n'importe quel doubleur. C'est pas n'importe quel balai, Harry. C'est Donald Renew. Et oui, l'ambassadeur du doublage français en personne. Une voix de légende que tout le monde connaît et qui a bercé l'enfance des jeunes de ma génération. Je sais plus ce que je regardais l'autre jour, et je me putain, on regardait Hook avec ma femme. Et je me dis, mais putain, on fait plus des films comme ça. Il a raison. Il a raison. Et en VO, c'est Jay Baruchel, ou Baruchel, je sais plus. Oui, la petite mère de l'apprenti sorcier avec Nicolas Cage. D'accord, monsieur chapeau pointu. Qui était déjà doublé à l'époque par Donald Renew. La boucle est bouclée. Oh oui. Ailleurs, les gens ont des souris ou des moustiques. Nous, on a des dragons. Et nous suivons notre narrateur au physique de brindille se promener à travers la bataille, jusqu'à ce qu'il se fasse attraper par son paternel et chef du village, Stoïque la Brute. Qu'est-ce que tu fiches dehors? Allez, rentre. Doublé en VO par Gérard Butler, et en français par le légendaire Emmanuel Jacomi, doublage récurrent de Pierce Brosnan, Denzel Washington, et qui a doublé le papa panda de Po dans Kung Fu Panda. Oh oui. Et en continuant de suivre le petit Harold, on se rend compte qu'il courait pour se rendre à la forge. Car oui, il est apprenti du forgeron local, Gullford. Oh, c'est gentil de donner un coup de main. Qui en plus d'être le meilleur ami de Stoïque, est une sorte d'oncle de substitution pour le petit. Et il est doublé en VF par Julien Kramer. Kramer, pauvre con. La voix de Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie, entre autres. Et voici ses 5 compagnons du même âge. Varek, Rustique, les jumeaux Condur et Crâne Dur, et Astrid. Donc en gros, c'est un gamin que leurs parents aimaient pas du tout. Non mais je veux dire, Varek, Crâne Dur. C'est quoi ces noms à coucher dehors? Et au milieu de ce bestiaire, une humaine normale. Enfin normale, avec de telles proportions, je suis pas sûr que ce soit le mot adapté. On va pas s'attarder sur le doublage de chacun,
Mais je tenais juste à dire que Rustic est doublé en VO par Jonah Hill et Arthur Pestel en VF. Pourquoi lire des trucs sur quelque chose? Il suffit de tuer quelque chose dont les trucs parlent. Oui, le doubleur de Hal de Full Metal Alchemist. Je l'aime d'amour ce gars. Oh non, je t'ai plus, je vous fais toutes mes excuses, ça va comme ça? Bon, on va quand même rapidement les définir pour que vous puissiez les retenir. Alors, on a l'expert des dragons, le crâneur sans cervelle, les jumeaux casse-couilles et la blonde intérêt romantique du héros. Et on comprend très vite que notre Harold en pince pour la blondinette. Elle est bonne sa mère. Ce sont les apprentis chasseurs de dragons trop cool du village, et notre héros n'en est pas un, car au village, tout le monde le voit comme l'avorton. Si tu tiens vraiment à sortir d'ici et te frotter au dragon, Faudrait que t'arrêtes un peu d'être... ça. Mais là, c'est moi tout entier que tu montres. ouais, c'est ça. Arrête d'être toi tout entier. J'adore cette phrase, arrête d'être toi. C'est carré, précis, ça dépasse pas sur les côtés. C'est vraiment les trois mots qui, mis bout à bout, forment la phrase « grosse merde » en lettres d'or juste au-dessus de ta tête. Et voici qu'entre en piste, en plein milieu de l'attaque, un grosse puissance de feu et rapidité extrême, quasiment invincible. Le genre de saleté qui fait flipper tout le village, mais qui, si Harold l'attrape, le ferait passer de paillasson vivant à sauveur du village. Ce qu'il va essayer de faire immédiatement avec son invention du jour. Il se met en place, sort le matos, se concentre, il vise, il tire... Je t'ai touché? Cependant, satisfaction de courte durée, car il se fait directement attaquer par ce magnifique cauchemar monstrueux. Et voilà papa qui vient aider son fils en tabassant le dragon à main nue. Mais il est complètement fou ce mec. Et on enchaîne ensuite avec la discussion assez classique du père, qui explique à son fils d'arrêter de faire n'importe quoi. Chaque fois que tu mets un pied dehors, les catastrophes s'enchaînent. On en profite même pour nous faire comprendre à quel point Stoïque est déçu que son fils ne soit pas un grand et fort chasseur de dragons comme lui. Ah, t'es bien des choses assurément. Mais un tueur de dragons, ça a aucun risque. Donc pour résumer, Guilford pense que t'es une merde, tes collègues pensent que t'es une merde, et même ton père pense que t'es une merde. Pas vraiment l'idéal pour grandir de manière équilibrée. Si avec l'aspect encore ça irait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui le dérange. Qu'est-ce qu'il y a en moi que tu aides? Tout ça pour te dire, essaie pas à tout prix de devenir autre chose que ce que tu es. Je veux simplement être un des vôtres. Transition sur Stoïque, qui explique à son village vouloir trouver le nid des dragons pour éliminer le problème à sa source. Sans surprise, personne n'est très chaud, car aucun de leurs navires ne revient de ce genre d'expédition. Ceux qui restent à terre veilleront sur Harold. J'embarque avec Stoïque. Ah ouais, c'est vraiment la merde humaine quoi. Tu veux me dire ce que je vais faire de lui, Guilford? Je peux le prendre à l'entraînement. Ça me fait pas rire. Mais je rigole pas. Tu le connais comme moi. Déjà quand il marchait à quatre pattes, il était différent. Comment ça différent? Tu peux pas l'enfermer, Stoïque. Seulement le préparer. J'adore le personnage de Guilford, touchant et dur avec juste ce qu'il faut de bienveillance pour le rendre attachant. Et Harold pendant ce temps va évidemment se rendre à l'endroit où il pense que la furie nocturne est tombée. Il a même fait une carte de la zone, nous montrant d'entrée de jeu sa passion pour les cartes, qui sera développée plus tard. Oh, les dieux s'acharnent sur moi. Les autres perdent leur couteau ou leur chope. Mais pas moi, non. Moi, trop fort, je perds un dragon entier. Mais c'est pas juste ça. Terrifié et armé d'un petit couteau trop mignon, il s'approche. Ah, il l'a bien eu en tout cas. Mais une fois devant, il se rend compte que tuer une si belle créature sans défense de sang-froid, c'est pas facile. Je prendrai ton cœur et je le donnerai à mon père. Je suis un viking. Je suis un viking! Mais bien sûr. Ne pouvant pas se résoudre à laisser cette pauvre bête comme ça, il décide de la libérer, en prenant de gros risques en passant. Par chance, le Furie Nocturne comprend à qui il a affaire et le laisse tranquille pour le remercier de l'avoir libéré. T'es pas blessé? Ça sonne comme dans une église. Voilà, ça paraît rien comme ça, mais c'est un événement. Un viking qui libère un dragon piégé plutôt que de l'achever, c'est clairement pas commun dans cet univers. Et bien sûr, la scène est magnifique et se joue dans les regards et les réactions des deux protagonistes. Regarde-moi dans les yeux. Harold rentre chez lui, la queue entre les jambes, et son père l'interpelle et lui annonce que son vœu est exaucé. Entraînement dragon, première séance demain matin. Lui qui vient d'avoir une révélation sur son incapacité à tuer ces magnifiques créatures à écailles, essaie de lui faire comprendre maladroitement. Je peux pas tuer de dragon. Le jour est venu, Harold. Tu m'écoutes ou pas? C'est très sérieux, fils. Quand tu tiens cette hache, tu nous tiens tous avec toi. Mais Stoïque, sourd à ces mots, lui explique qu'il peut enfin faire partie des leurs et arrêter d'être... Ça. Sauf que c'est moi tout entier que tu pointes. Non, vraiment, c'est super ces discussions où on s'écoute et on juge pas l'autre. Un vrai plaisir. Et c'est parti pour l'entraînement dragon. Et on peut encore bien sentir que ses compagnons l'aiment pas beaucoup. Ah, génial. Qui l'a appelé? Guilford va même en rajouter une petite couche. Rassure-toi, t'es tout petit et tout chétif. Tu vas pas leur donner envie de te croquer. Ils croiront que t'es souffrant ou attardé et ils se tourneront vers les plus vikings des recrues dans l'arène. Et c'est ici qu'on en apprendra un peu plus sur les dragons. Comme l'utilisation d'un bouclier pour se protéger, logique vous me direz, mais ça peut aussi servir à faire du bruit pour désorienter la bête. On apprend aussi que les dragons ont un nombre de tirs limité,
apparemment, Eaglefort finit son cours Un dragon essaiera dans tous les cas, de vous tuer. ce qui évidemment va questionner le petit sur sa rencontre d'hier. Alors pourquoi pas toi? Il y retourne donc et trouve ce cher furie nocturne piégé dans un trou, blessé par son attaque, ce qui l'empêche de voler. Il observe discrètement, se fait griller et retourne bredouille au village. Ou plutôt broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Et après une petite interaction avec les autres, il se met à lire le bouquin de leur village sur les dragons, avec tout plein d'infos sur eux, à quel point ils sont dangereux, etc. Et le voilà qui tombe sur la page parlant des furies nocturnes, qui est vide, ce qui va évidemment lui donner l'idée de la remplir avec ses propres observations. Le lendemain, entraînement dans un labyrinthe, contre un dragon vipère. Et j'avais rien dit sur la première fois quand Harold a failli se faire exploser, mais là faut que je vous montre à quel point c'est dangereux. Non mais matez-moi ça. Tu prends un de ces pics dans le front, t'auras l'air bien mort, t'inquiète. Mais Harold n'est pas trop concentré et casse les couilles à Eaglefort pour savoir s'il y aurait pas un tome 2 du bouquin qu'il a lu hier soir par hasard. Et alors, comment il faut faire pour approcher un Fury? Personne n'a vécu assez longtemps pour le dire. Et un moment d'incompétence plus tard, Astrid envoie le dragon boulet à grands coups de bouclier dans la gueule et commence à s'énerver sur cette petite qui ne semble pas prendre le cours autant au sérieux qu'elle. Le combat que mènent nos parents maintenant, c'est le nôtre. Il va falloir que tu choisisses ton camp. Mais bon, Harold est déjà reparti voir le furie nocturne avec un bouclier et un poisson. Et le voilà mi-curieux, mi-peureux à chercher cette étonnante créature. La voilà d'ailleurs qui arrive. Les deux se jaugent, Harold se désarme, et au moment où le poignard est envoyé suffisamment loin pour ne plus constituer une menace, notre dragon prend un tout autre comportement. Et premier constat... Oh, t'as pas de dents. Enfin plutôt, il peut les rétracter. Une fois le poisson donné, le dragon est un peu plus en confiance. Mais il va réclamer un ultime test pour définitivement accepter le petit. Ah non, mais là, c'est quand même dégueu. Le petit tend alors la main pour essayer de le toucher, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour lui. Et on arrive à la scène, qui en plus d'être une forme de dialogue rien qu'à eux, est un hommage aux dessinateurs et aux artistes du monde entier. Harold prend un bout de bois pour dessiner le dragon, ce qui attire sa curiosité. Et le voilà qui, sur deux pattes, va tenter le coup avec une grosse branche. Visiblement, il aime le dessin lui aussi. Et je sais pas ce qu'il a dessiné, mais il en est très fier. Tellement que voir Harold marcher dessus le hérisse. Fais gaffe, mec. Ça y est, après une journée entière à se tourner autour, Harold va tendre la main en détournant le regard, geste de confiance totale que le dragon comprend et accepte, dans un mouvement qui sera la pierre angulaire de leur relation. Oh putain, c'est beau. Suivi d'une transition sur Eaglefort, qui nous raconte comment il a perdu son bras. Il a chopé ma main et il l'a gobé d'un seul coup. Et là, j'ai vu à la tête qu'il faisait que j'étais délicieux. Scène de repas où on peut voir tout le monde manger du poulet, sauf Harold qui mange du poisson, comme son pote le dragon. Et au moment où Eaglefort explique Empêche-le de voler et il ira nulle part. ça fait-il dans la tête de Harold, Ça fait boum là-dedans. qui s'enfuit à la sauvette, non sans attirer l'attention d'Astrid. Eh oh! Oh, il va où là? Je sais pas, monsieur, j'ai pas tout compris. Le voilà qui va passer la nuit à construire une prothèse pour son nouveau compagnon. Car comme on l'a vu au début du film, monsieur a des notions d'ingénierie plutôt poussées. Il retourne voir son copain, avec plus de poissons cette fois, dont une anguille que le dragon va feuler. Ouais, moi non plus, je cours pas après l'anguille. Et pendant qu'il mange tranquillement, il va tenter de l'équiper. Eh, touche pas, c'est ma queue ça! C'est ma queue à moi, c'est ma queue! Perso! Suivi d'une selle de vol un peu risquée, mais des plus stylées, où on peut constater que ça marche plutôt bien. Ça marche! Retour à l'entraînement où ils seront confrontés à un Braguetor. Deux têtes, une pour le gaz et l'autre pour le feu. Mais surprenamment, cette fois, monsieur fait reculer le dragon dans sa cage. Ce qui étonne bien tout le monde. Ah, il avait une anguille sur lui. Bien vu. Et c'est parti pour les fameuses scènes transversales. Entraînement tuage de dragon d'un côté, et entraînement montage de dragon de l'autre. Paradoxe intéressant sur les deux mondes complètement opposés, dans lesquels Harold évolue. On peut le voir améliorer son système de prothèse pour qu'il puisse aider le furie nocturne à mieux voler. Il va découvrir que son compagnon aime beaucoup cette sorte d'herbe, ce qui va lui être utile encore une fois à l'entraînement. Ensuite, c'est les gratouilles sous le cou qui vont le sortir d'affaire, puis le coup du scintillement. Toutes ces nouvelles techniques impressionnent beaucoup tout le monde, surtout ses collègues qui commencent tous à beaucoup l'apprécier. Tout sauf Astrid, qui étant l'ancienne meilleure de la reine, voit son statut lentement s'étioler au profit de cette petite qui a jamais été bon en truc de viking en plus. Ses potes me font d'ailleurs beaucoup penser aux 5 cyclones de Kung Fu Panda, qui eux aussi au début étaient réfractaires au héros, avant de le voir progresser et finalement l'accepter parmi eux. Plus fort que lui, quoi. Bah ouais. Il n'arrête pas, lui. Mais c'est à ce moment précis que Papa Stoïque rentre de la chasse, avec comme surprise son fils devenu le boss de la reine. Harold?
Qui l'eût cru, hein? C'est qui sait y faire avec les bêtes. Mais pas le temps pour ça, on arrive à la scène centrale du film, autant par sa position dans la barre de lecture que par la place qu'il prend dans nos cœurs. La scène de vol libre. Allez, mon pote. Et c'est un lien très fort de confiance qui va se créer, aussi bien à l'image qu'à la musique. Le thème de Harold démarre en fanfare, il a sa petite liste de positions pour la prothèse, et se lance. Et pile au moment où il y va, le thème de Croque-Mou vient par-dessus pour l'accompagner. Allez, faut se lancer maintenant, faut y aller. Dans un mouvement de voltige où il tente d'aller le plus haut possible, il perd la liste. Et en essayant de la rattraper, il se décroche de la selle et tombe en chute libre. C'est donc un double sauvetage qui se lance, où les deux ont besoin l'un de l'autre pour se sortir de ce mauvais pas. Non, reviens ici, reviens vers moi, reviens vers moi. Il réussit à remonter dessus au dernier moment avec la liste entre les dents, freine au max. Et se sachant perdu, Harold lâche cette liste contraignante et se lance en totale improvisation et purement à l'instinct. It was perfect. Perfect. Et on dirait qu'avec le temps, Harold commence à comprendre d'où vient le problème. Toutes ces choses qu'on croit connaître sur vous, c'est faux. Mais bon, papa étant rentré, il va être temps pour les deux de discuter. Enfin, discuter. Plutôt que Stoic puisse lui exprimer à quel point il est soulagé de ne pas avoir une merde comme enfant, super papa, lui, vraiment. Toutes ces années à passer pour le pire des vikings que Burke ait jamais compté. Puis de lui sortir de derrière les fagots, l'ancien protège-poitrine de sa femme disparue, transformé en casque pour son fils. Oh, mais il est mignon. C'est maladroit, mais il essaye au moins. Mais grand malaise, surtout pour Harold, qui du coup sait encore moins comment annoncer à son père, le tueur de dragons, qu'il est devenu meilleur ami avec un dragon. J'espère que t'aimes bien. C'est un casque. Casque. Bon, bonne nuit. Oh, ça nous fait des belles soirées. Hein. Transition vers le dernier entraînement qui déterminera qui pourra mettre à mort le prochain dragon devant tout le village. Et qui va faire prendre conscience à Astrid qu'il y a vraiment anguille sous roche avec Harold. Lui s'en sort comme d'habitude avec une pirouette apprise auprès de son copain. Non, satané fils de troll purulent! Ok les putes, on se calme. Et Stoic, qui était dans le public, annonce que c'est bien Harold le gagnant. Super, on a trop hâte de le voir trucider son premier dragon. Bon, foutu pour foutu, Harold vient pour prendre son compagnon et fuir tous les deux. Il est temps, comme qui dirait, de s'offrir des vacances définitives. Mais surprise, Astrid l'a suivi. Alors je t'écoute. Est-ce que tu t'entraînes avec quelqu'un? Lui, il fait ce qu'il peut pour noyer le poisson et surtout pour pas qu'elle rencontre le furie nocturne avec qui il est devenu très copain. Allez, trêve de mensonges, je me fabrique des vêtements. Eh oui, tu m'as démasqué. Mais bon, il faut pas longtemps avant que les deux en arrivent à se retrouver face à face. Ça, c'est pour les bobards. Et ça, c'est pour tout le reste. Et passé la panique que représente la trop grande proximité avec une telle créature, Harold les présente. Astrid, Croque-Mou. Croque-Mou, Astrid. Astrid, prise de panique, prend ses jambes à son cou. Mais bon, il vaudrait mieux qu'ils aient une petite discussion avant qu'elle aille tout cafeter. Fais-moi descendre tout de suite! Mais si elle ne veut pas écouter... Je te montre, c'est tout. Et c'est parti pour la découverte de ce qu'est vraiment un dragon. Ce petit joueur va d'abord la chahuter un peu, avant de lui faire découvrir la beauté et la tranquillité du monde des nuages. Encore une masterclass. Non, vraiment, on voyage. On est en plein rêve bleu. Et la voilà convaincue. En même temps, qui ne le serait pas? Ok, je l'admets. C'est carrément cool. Mais à peine a-t-on le temps de se réjouir que nos amis se retrouvent embarqués à travers la brume dans un curieux balai aérien, qui va les amener dans un mix de chance et de hasard, pile au QG des dragons, contrôlé par un dragon alpha pas très commode. Fais gaffe, je suis pas commode. Les voilà tous deux à se demander s'ils doivent aller en parler à Stoic ou non, mais Harold demande un peu de temps pour ne pas brusquer son paternel. Astrid comprend, et lâche une petite phrase avant de partir. Ça, c'est pour m'avoir kidnappé. Et ça, c'est pour tout le reste. Et nous arrivons au jour de la finale d'entraînement dragon, propice à en remettre une couche sur Harold. Si l'un de vous m'avait dit qu'en quelques semaines à peine, Harold allait passer de Harold à la place enviée de vainqueur de l'entraînement dragon, je l'aurais ligoté à l'avant de mon navire et envoyé au diable vos vers se faire peur. Ça fait mal, hein? Harold d'ailleurs qui va devoir affronter un cauchemar monstrueux très énervé. Mais il ne faut que quelques secondes à notre héros pour se désarmer et montrer à tout le village son vrai visage, avec une phrase lourde de sens. Je suis pas un des leurs. Et Stoic, sentant un mauvais coup venir, veut interrompre le combat. Non,
Je tiens à ce que tout le village voit ça. Ils sont pas du tout comme on croit. On n'a aucune raison de vouloir leur mort. Mais son père, pour qui c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, frappe sur les barreaux, énervant par là même le dragon qui reprend son attaque. Alerté par les cris de son ami, Croque-Mou vole comme il peut à son secours, tandis que Astrid et Stoïque aident Harold à sortir. Croque-Mou arrive en force et se jette sur le cauchemar monstrueux, mais se fait attraper par les Vikings dans le combat. J'aurais dû m'en douter. Il y a des signes qui trompent pas. Alors ce que t'as fait à l'entraînement, une farce, un mensonge. En même temps, s'il avait écouté son fils au lieu d'appliquer sur lui ses fantasmes de jeunesse, peut-être que ça ne se serait pas déroulé aussi mal. Dernière discussion intéressante où les arguments s'opposent. Ils ont tué des centaines des nôtres. Et on a tué des milliers des leurs. Ils sont pas tout seuls sur leur île, papa. Il y a une sorte de dragon. Leur île? Harold se défend en expliquant que ce n'est pas lui qui l'a trouvé et que seul un dragon peut le faire. Reboulette, et ça va donner une idée à son père, qui part après avoir lâché une giga-bombe. Tu te mets du côté de ces animaux. Tu n'es pas un viking. Et encore moins mon fils. Ah oui, ça fait très mal. Et le voilà à mettre en place la plus grande expédition viking jamais vue, avec comme boussole notre pauvre Croque-Mou. C'est la merde complète et intégrale. C'est la cata. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. Mais Astrid vient essayer de réveiller le garçon espiègle et courageux qu'elle a appris à connaître avec des phrases qui font mouche. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je sauve ce dragon? J'aurais mieux fait de le tuer. Ouais, et c'est ce qu'on aurait tous fait, c'est clair. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Question simple qui appelle une réponse simple. Je pouvais pas. Désolé, trouve autre chose. J'ai eu la trouille, j'ai eu une faiblesse. 3 siècles de tradition et je suis le premier viking qui a pas envie de tuer un dragon. Mais Astrid a la bonne phrase. Le premier à voler dessus aussi. Et comprenant qu'elle est de son côté. Je l'ai regardé, et là c'est moi que j'ai cru voir. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, sûrement un truc bête. D'accord, mais c'est déjà fait ça, je te signale. Alors sûrement un truc dingue. Ça, c'est plus intéressant. Et voilà, en quelques phrases bien placées, on vient de passer de situation désespérée à espoir. Merci à Astrid, qui n'est pas là pour tout complexifier, mais bien rendre tout plus simple, en demandant à Harold ce qu'il veut vraiment. Et tandis que les Vikings approchent de l'île, nos 6 compagnons vont s'emparer des dragons d'entraînement, rapidement faire connaissance avec eux et s'envoler en direction de l'île. De son côté, Stoïque arrive et entame son attaque du QG. Mais il est loin de se douter qu'il est en train de faire sortir de son trou un énorme dragon. Beaucoup trop stylé et beaucoup trop énervé aussi. Je peux leur faire gagner un peu de temps si je lui donne autre chose à poursuivre. Et j'ai de quoi doubler la mise. Aïe! Et les voilà comme deux fous furieux à attaquer à main nue la gigantesque créature. Affronte-moi! Non! Moi! Ils sont fous ces vikings. Fort heureusement, arrive au moment décisif, son fils et ses potes. Foutu pour foutu, Stoïque va finalement accepter la situation et laisser les jeunes faire ce qu'ils peuvent. Et ils vont même faire mieux que ça en employant toutes les techniques apprises précédemment, avec l'analyse de la cible par l'expert et mise en place d'un plan pour le perturber, le temps que Harold récupère son ami. De leur côté, ses amis réussissent à occuper l'alpha, mais tombent les uns après les autres. Avec Rustic ici qui nous offre ses meilleures vannes pendant qu'il éclate les yeux d'un dragon de 50 mètres de haut. Qu'est-ce que t'as, Maté? Je t'ai tapé dans l'œil? T'en demandes en plus! J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. Mais la situation s'envenime quand un coup de queue géant coule le bateau avec son ami à bord. Titre. Je vous demande pardon, jeune homme. C'est quand on dit une phrase qui se rapprocherait d'un titre de film porno, on dit titre. Alors moi j'ai dit titre. Il tente une dernière fois sa chance, mais finit par perdre connaissance. Heureusement, son père qui n'en a pas loupé une miette vient à la rescousse. Papa! Quoi, il va sauver Croque-Mou? Bah putain, ça c'est de l'évolution de personnage. Et admirer la force qu'il a. Une fois tout le monde sorti, Harold veut engager le combat avec le gros pabot, et son père commence à voir pour la première fois le courage et la force de son fils, qu'il pensait être la pire des merdes depuis tant d'années. Je suis désolé. Bon, pour ce que j'ai fait, je peux être fier de t'avoir comme fils. Merci, papa. Et lui qui devait baisser les yeux pour voir son fils, lève maintenant la tête pour l'admirer faire ce que seul lui sait faire. Et le versus peut démarrer. Et c'est parti pour le premier round! Hey, je fais feu des 2 pouces, hein, bravo! Maintenant, il faut utiliser la vitesse de Croque-Mou à leur avantage, en forçant l'animal à les suivre dans des endroits trop serrés où il est obligé de se prendre tout ce qui passe. Titre, évidemment. Ok, Croque-Mou, c'est le moment de disparaître. Vas-y, mon grand! Une fois plus haut, ça part en harcèlement dans les nuages, qui, vu du sol, ressemble à un combat entre 2 dieux des airs. Nos 2 compagnons fragilisent les ailes de leur ennemi, ce qui fait réellement péter les plombs aux lance-flammes volantes. Croque-Mou est touché à la prothèse et prend feu. Ok, on peut oublier les manœuvres aériennes. Alors on fonce en pique dans une chute maîtrisée, hyper dangereuse. Et pile au bon moment, il se retourne pour lui asséner le coup de grâce en pleine gueule. Maintenant! Il essaie de freiner, mais avec ses ailes trop endommagées, il s'écrase comme une énorme bombe. Nos 2 héros tentent de s'échapper du brasier, mais l'incapacité de manœuvrer et l'énorme queue de l'alpha les en empêchent. Titre. Sérieusement. Bon, écoute mon garçon, on n'est pas à la maternelle là.
c'est un peu la panique pour Stoïque, il trouve Croque-Mou, mais sans Harold. J'ai fait ça. Mon fils, je suis désolé. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Mais attendez, bien protégé entre les ailes du dragon, se trouve notre héros. Oh, il est vivant. Tu me l'as ramené vivant. Merci, dragon, d'avoir sauvé mon fils. Transition sur Harold qui se réveille blessé dans son lit, et Croque-Mou est là aussi, ce qui le surprend un peu. Il tente de se lever pour le rejoindre, mais là... Le personnage principal de 15 ans qui perd une jambe, je l'avais pas vu venir. Mais heureusement, comme lui qui était là pour l'aider à un moment crucial, Croque-Mou est là pour aider Harold à traverser cet événement qui les rapproche encore un peu plus tous les deux. Merci mon grand. Et en ouvrant la porte pour sortir, nous découvrons, comme le héros, que le village a bien changé. Maintenant, tout le monde est devenu ami avec les dragons. On s'est rendu compte qu'il nous fallait un peu plus de... ça. Tu sais que c'est moi tout entier que tu pointes. Autour d'Astrid de remercier Harold. Ça, c'est pour m'avoir fait peur. Pourquoi tu... Ça va être comme ça tout le temps parce que... Elle est chaude. Dernière petite phrase de fin, qui reprend le texte du début pour le changer, comme Harold a changé sa vie. Ailleurs, les gens ont des poneys, des perroquets. Nous, on a des... dragons. Et fin. Oh mes amis, quel bijou. Pour moi c'est très simple, c'est... Et c'est un avis général apparemment. Car il a 99% de notes positives sur Rotten Tomatoes. Avec des doubles messages pour les grands et les petits, des moments attendrissants à faire fondre un rocher en larmes, de l'action, de l'humour, et un côté dur qui ravira les habitués de scénarios prévisibles. Le rythme est nickel, les personnages sont tous attachants, l'amitié entre Harold et Croque-Mou est sûrement la meilleure relation amicale jamais écrite. Suce-boule en chef, quoi. J'émettrai juste une petite critique de pinailleur, ça a un tout petit peu mal vieilli. Rien de catastrophique, mais certains car design d'humains font un peu bizarre après 15 ans. Mais bon, les humains en 3D à l'époque, c'était dur à faire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Après, je pinaille genre vraiment. Et c'est là que je mettrai le petit pourcent manquant. Après, moi j'aime bien les films de dragons. Le truc, c'est qu'il y en a pas beaucoup à se mettre sous la dent. Donc chapeau à eux d'avoir réussi à remettre cette créature au goût du jour. Avec des designs simples et efficaces, tantôt agressifs et balèzes, tantôt doux et mignons. Non vraiment, il y a un boulot là-dessus assez monstrueux. Avec un petit plus pour Croque-Mou, dont les écailles et la texture des ailes me fascinent vraiment. Et c'est une transition parfaite pour aborder Croque-Mou justement. Sans l'ombre d'un doute, le dragon qui vous vient tout de suite en tête quand vous pensez dragon. Why are we still here? Il va chercher ses traits et son caractère du côté des félidés, mi-puma, mi-chat dans le comportement. Avec ses pupilles qui se dilatent et sa façon très féline de ronronner ou de tourner sur lui-même. Avec un soupçon d'axolote, pour les petites excroissances, juste là. Touchant, majestueux, parfois drôle, avec un visage extrêmement expressif, qui met une claque à certains persos en 3D d'aujourd'hui. Et en face, vous avez les Vikings, ici représentés à leur paroxysme de vikingitude. Casque à pointe, cape en peau d'ours, grosse barbe bien fournie, dracard et comportement de brute. Du pur régal. Mention spéciale à 3 éléments très difficiles à rendre en 3D, surtout pour l'époque. L'eau, non mais regardez-moi ça si c'est pas beau. Le feu, en même temps, dans un film de dragon, ça paraît tout ce qu'il y a de plus normal, mais admirez comme les flammes évoluent bien, et à quel point elles sont convaincantes. Et les cheveux et autres poils. Entre la barbe de Stoïque, qui leur a demandé des mois d'efforts à elle seule, ou les cheveux des autres protagonistes, c'est vraiment du travail de pro. Je vous le dis franchement, je trouve que c'est du très beau boulot. Et ces effets techniques de génie servent un propos que Dean et Chris, les deux réalisateurs, ont mûri et nourri pendant plusieurs années. On peut vraiment sentir le niveau d'implication dans leur démarche. Quand tu les vois étaler les fiches des personnages sur la table pour faire en sorte de relier parfaitement tous les points d'intrigue, quand tu les vois transpirer au Skywalker Ranch pour valider les effets audio de qualité supérieure, relevant les idées intéressantes et coupant tout le gras pour rendre cette œuvre aussi polie et travaillée que possible. Que ce soit dans les détails des armures, l'usure du cuir, dans l'écriture subtile des personnages, ils savaient qu'ils tenaient quelque chose de tellement bon qu'ils ont même permis des improvisations de doublage pour fignoler le réalisme. Odin, it was rough. Odin, it was rough. Impro qui viennent rendre le tout encore plus organique grâce à des sessions d'enregistrement de groupe où les interactions sonnent encore mieux en VO. Même si la VF envoie du bois quoi. Mention spéciale au moment où ils sont venus écouter ce que John Powell leur proposait pour les musiques du film. John Powell la légende qu'on ne présente plus, le compositeur de tout ça, et avec qui Hans Zimmer avait composé pour Kung Fu Panda un peu plus tôt. Putain, il est encore sur ça. On sent les deux réalisateurs tellement heureux quand ils sortent de leur écoute. En même temps, vu comment la musique colle parfaitement à ce qui se passe à l'écran, que dire à part très bon travail. Et c'est parfait, c'est parfait. Dites-vous, il était tellement bon que pour la scène de fin où Harold découvre la perte de sa jambe, il a joué la mélodie à même le plateau au piano. Et ça a tellement plu aux réalisateurs qu'ils l'ont gardé tel quel pour la séquence finale.
C'est tellement beau. Petite anecdote encore, sur cette scène, c'est Steven Spielberg qui leur a conseillé de rajouter croque-mou pour les faire connecter sur leur handicap. We had boarded a version of that, and we showed it to Steven Spielberg, who came in to watch the film. And his comment was, he said, well, why don't you have him wake up with Toothless in the room? En même temps, quoi de plus normal pour un des 3 directeurs fondateurs de DreamWorks et propriétaire du ranch où ils viennent enregistrer. Pas mal, non? Et oui, on l'oublie souvent, mais il y avait un Spielberg dans le coup. Enfin voilà, je le dis, mais pour moi c'est un vrai travail d'orfèvre. Et je dis ça très rarement, mais c'est un film parfait. Encore plus avec le recul des années et les films qu'on se tape en ce moment. Avec 165 millions de dollars de budget pour un box-office de 500 millions, tout le monde est content. Bah on attaque la suite, allez les gars au boulot. Et on garde la même équipe. Avec Dean DeBlois qui revient pour la réalisation, John Powell est toujours là pour le score musical, les équipes sont impatientes de commencer, les doubleurs trépignent d'envie de s'y remettre. Non, vraiment, c'est rare de voir une équipe autant investie. Et pour cette fois, ils sont partis au Svalbard, avec une partie des équipes pour s'inspirer de ces paysages glacés à couper le souffle. Et une fois de retour, ils vont tous s'appliquer pour tenter de nous surprendre avec une bonne suite. Allons voir ça. Alors, voyons voir. Sorti en 2014, 4 ans après le premier donc, c'est bien, vous suivez? C'est bien. Cette suite commence comme son aîné, sur un plan de Burke, mais un Burke 2.0. Matez-moi ça comme c'est beau. Et le dialogue habituel de ce cher Harold, encore un peu modifié pour l'occasion. Vous voyez, là où beaucoup aiment faire de la sculpture sur bois ou du point de croix, nous les Burkiens on préfère les courses de dragons. Pour la nouveauté, Varek et Rustic sont in love de coin dur, Crâne dur est toujours aussi abruti, et Astrid gagne en beauté et en adresse. Ah oui, et ils ont tous un outfit un peu modifié et qui colle plus à leur nouvelle personnalité. Et on peut voir tout le village se régaler du spectacle. Stoïque le premier, qui titille un personnage qui doit être le père de Rustic vu sa ressemblance. Enfin il a pas de dialogue et on sait globalement pas qui c'est, mais c'est ce que j'ai choisi de croire. Parce que j'en ai fait le choix. Et Harold est introuvable, comme d'habitude. Mais vous connaissez Harold, il ne tient pas en place. Oh putain, il pue la classe. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Et il ne nous faut pas longtemps pour comprendre que nos deux amis se sont carrément améliorés en vol, comme l'atteste le nouvel équipement de Harold, qui n'est pas qu'esthétique. Ça, c'est la méga classe. Il est trop fort le bout. Bon, pour l'atterrissage, c'est pas encore ça. Et vas-y, retire le casque, on voit un peu ta frimousse là. Oh, quel homme. 20 ans et belle gueule avec son petit duvet et ses nœuds de connard dans les cheveux là. Par contre, niveau corpulence, c'est pas encore ça. Il est grand et maigre. En tout cas, sacrée progression depuis le premier film. En passant, ils viennent de découvrir une nouvelle zone. Et vous vous rappelez du Harold dessinateur du premier film? Et bah là, il a aussi grave progressé. Avec couteau, boussole et tout le tout team. Qu'est-ce que t'en dis? On continue? Pas le temps de répondre que Astrid, qui savait apparemment où il était, débarque. Il parle de tout et de rien, jusqu'au sujet brûlant de la succession de Stoïque. Astrid est surexcitée en apprenant la nouvelle. Harold, mais c'est magnifique! Oh, Parce qu'elle t'a mis. Mais comprend vite que c'est pas la même pour Harold. En même temps, comme le dit Astrid, C'est beaucoup de responsabilités. et vu son tempérament de personnage de Dragon Quest, ça va peut-être pas le faire. c'est tout sauf moi, Astrid. Toi, tu sais exactement qui tu es. Moi, je cherche encore. Et Astrid termine la discussion avec des paroles pleines de bon sens. Ce que tu cherches, Harold, tu sais, c'est pas là-bas, c'est là-dedans. C'est profond ça. Enchaînement d'événements soudains, de la fumée au loin attire leur attention. Et une fois sur place, ils découvrent un sublime pic glacé, plein de carcasses de bateaux, sur une musique dramatico-épique de toute beauté. Ils en font rapidement le tour et ils se font attaquer par des trappeurs. Attention à sa queue! Titre. Quel genre de porno vous regardez, vous? Des trappeurs qui adorent parler et raconter le plot, en particulier lui, Eret fils d'Eret. Doublé en VO par Kit Harington et par Jim Redler en VF, que vous avez sûrement déjà entendu dans un tas de séries, mais moi je le retiens surtout pour ses doublages de Shia LaBeouf. Eret, donc, qui nous raconte qu'il bosse pour un gros méchant du nom de Drago Point Sanglant, et qui accuse le jeune couple d'être les dragonniers qui les ont attaqués il y a quelques heures. Et oui, j'ai dit Drago Point Sanglant, mais ils disent tous Point Sanglant. On fait comment pour expliquer cette pagaille à Drago Point Sanglant? Autant vous dire que notre Harold, il est en mode « Bon frérot, t'es qui à la base et qu'est-ce que tu me baragouines en fait ?» Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? Mais tout d'un coup, deux personnages complètement tertiaires, voire quaternaires, se lancent dans leur meilleur perf. Drago espère une nouvelle livraison de dragons pour son armée demain matin. Et Drago, lui, les excuses, eh ben, il pardonne pas. Mais c'est qui ces deux-là? Mais qu'est-ce qu'ils me veulent les deux forains là? Non mais c'est très intéressant ce que tu racontes bonhomme, mais on s'en va en fait. Et en moins de deux, ils mettent en déroute les nullards,
libèrent leurs dragons et fuient avec style. Vous pourrez pas garder ces dragons bien longtemps. Vous m'entendez? Drago viendra pour vous les prendre. Mais il va la fermer sa gueule! Les voilà rentrés sous les acclamations de son père. Harold essaie de lui expliquer pour les trappeurs, mais lui est un peu trop excité pensant qu'il vient pour valider la succession. Quelque chose que tu as hâte de me dire? Pour l'écoute, faudra encore faire un petit effort stoïque. Mais bon, une fois un peu plus au calme, ils prennent le temps de s'expliquer avec Astrid et Gullfort, et à peine a-t-il prononcé le nom de leur boss, que Stoïque se crispe. Apparemment il le connaît, et il lui fait suffisamment peur pour qu'il cloisonne l'île immédiatement avec ordre de fortifier les défenses. Waouh, une seconde, c'est qui ce type? Drago Poing-Sans-Clan est un fou furieux. Et s'il a bâti une armée de dragons, que les dieux nous viennent en aide. Mais bon, on connaît Harold, convaincre les gens c'est un peu son super pouvoir. Alors, il propose plutôt d'aller gentiment discuter avec ce monsieur. Essayez de le convaincre. Non, certains refusent de se laisser convaincre, mon fils. Certains ne rêvent que de voir le monde brûler. Un chef protège les siens. Cependant, Harold n'est plus un enfant, et il va s'élancer avec Astrid pour partir essayer de stopper ça par le dialogue. Il retrouve le bateau des trappeurs de tout à l'heure, et se tape l'incruste en mode « Oh regardez, vous nous avez capturés, emmène-nous jusqu'à votre chef avec nos 2 dragons, dont un shiny. » C'est ton jour de chance. On se rend. Il est content. Elle a fait ça de l'acte de merde, il est content. Et ni vu ni connu, il les embrouille en leur montrant à quel point les dragons ne sont pas des méchants. T'arriveras à convaincre personne sur ce navire. Je peux te convaincre toi, ici et maintenant. Mais au moment où ils commençaient à avoir leur intérêt, il est interrompu par son père et Gullfort, accompagnés de leurs amis, et Coin Dur tombe sur les gigabiceps de Eret le Tchad en mousse. Ça c'est pas du biceps en papier. Oh, je sens qu'elle va nous saouler avec ça. Heureusement, le dragon de Stoïque est hyper classe. Il y a du scarabée et du rhino là-dedans. Et papa n'est pas content que son fils lui désobéisse. Voyant qu'il a du mal à le convaincre sans lui expliquer, il nous flashback la gueule et nous fait découvrir qu'il y a de nombreuses années, lors d'une réunion de tous les chefs vikings, est arrivé un étranger d'une terre étrange. Il prétendait que lui seul pouvait contrôler les dragons et que lui seul pouvait nous protéger si on choisissait de se prosterner et de le suivre. Oui, on a ri nous aussi, jusqu'à ce qu'il se drape dans sa peau de dragon et qu'il crie « Alors voyons comment vous vous en sortez sans moi !» Suivi en quelques instants de dragons en armure qui attaquent la réunion et qui tuent tous les chefs, sauf Stoïque. Mais Harold n'écoute pas vraiment et veut plutôt suivre son idée. Car comme il le dit si bien... Si j'ai réussi à te convaincre toi, alors j'arriverai à le convaincre lui. Non, il a bon là. Ouh, j'adore ça. This is the worst. Ouais putain, ça va être lourd. Harold est totu frustré et agacé, et on peut le comprendre, quand soudain sort des nuages, un bien étrange dragonnier en armure de cuir niveau 100, avec un gros dragon des plus cool, et sans un mot de présentation, notre héros est désarçonné et kidnappé, tandis que Croque-Mou tombe dans la flotte, n'ayant plus personne pour l'aider à voler. Et là on arrive sur une scène un peu bizarre. Vous avez laissé mon dragon là-bas et il peut pas voler tout seul, il va se noyer. Mais il va mourir là en fait. En tout cas, c'est ce que la scène essaie de me dire, j'ai l'impression. Comment ça m'avait mis une angoisse la première fois. Harold de son côté est amené dans une grotte et posé au milieu d'une flopée d'autres dragons. Il sent comme une légère tension et se lance dans une parade draconique avec son épée de feu. Parade des plus classes qui va lui permettre de se les mettre dans la poche en leur prouvant qu'il est des leurs. Entre en scène son étrange kidnappeur, qui n'a toujours pas dit un mot. Il relâche Croque-Mou, qui est vivant, merci, et en voyant le lien qui les unit tous les deux, il fait 2 tours de bâton magique et tous ses copains se détendent. Et par détendre, j'entends deviennent des bras zéro. Je vais vous présenter mon top 3 des meilleurs bras zéro. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis il s'approche avec curiosité de cet étrange duo, endort Croque-Mou du bout des doigts et analyse Harold d'un peu plus près, remarquant sur son menton une cicatrice qui semble lui rappeler quelque chose. Attendez, ça serait quand même pas... Après toutes ces années... Mais non. Je vous connais, vous? Tu n'étais qu'un bébé. Mais non. Mais une mère, elle, n'oublie jamais. C'est sa mère! Incroyable! Et pendant ce temps-là, Gullfort et Stoïque sont à la recherche de Harold. Et ils tombent justement sur son casque. Un petit coup dans les naseaux de ce beau bébé, et les voilà sur sa piste. J'ai plein de questions. Où est-ce que tu t'es passé pendant tout ce temps? Et qu'est-ce que t'as fait? Ils ont dit que t'étais morte. Mais elle est plutôt en mode folle légère un peu lunatique et l'amène au QG des gentils. Une superbe structure de glace creusée où il récupère tous les dragons blessés. C'est pas tous les jours qu'on découvre que sa mère est une sorte de justicière, dragon, sauvage et folle dingue. Croque-Mou lui se fait un peu harceler sexuellement, mais bon, toi-même tu sais, nouvelles rencontres, nouvelles odeurs, laissez-vous le temps de vous renifler un peu. Et eux aussi vont pouvoir vaguement commencer à se connaître grâce au lien particulier qu'ils ont tous les deux avec les dragons. Sa mère étant étonnée de trouver un furie nocturne encore en vie. Et regarde, il a ton âge. Pas étonnant que vous vous entendiez si bien tous les deux. Comment tu t'es débrouillé avec lui? Je l'ai trouvé dans les bois.
On lui avait tiré dessus, il était blessé. Du coup, il se met à lui raconter leur rencontre. En gros, une double amputation pour une belle amitié. Et sa mère en profite pour lui montrer qu'elle en a vu passer des blessés depuis sa SPA, en lui présentant quelques copains qui eux aussi ont subi des pièges et attaquent des humains. On en arrive au sujet qui fâche. Qu'est-ce que ton père a pensé de ton ami le Fury? Mais Harold la rassure en lui expliquant qu'au début, il l'a pas très bien pris, mais qu'il a réussi à lui faire entendre raison, et que maintenant Burke est lui aussi devenu un refuge pour dragons. Et elle lui répond... Si seulement c'était possible. Non, vraiment? Crois-moi, j'ai essayé moi aussi, mais les humains sont incapables de changer Harold. Excuse-moi, c'est pas une clocharde qui a pas vu Burke depuis 20 ans qui va nous expliquer comment ça se passe au village. On l'aime bien au village, quoi. Toi aussi, niveau écoute, faudrait faire un petit effort. Et paf, elle nous flashback la tronche avec son passé, du temps où Harold venait de naître, où on peut la voir manifester contre le comportement barbare de ses collègues vikings, comportement qu'elle critique, mais quand elle voit sa maison attaquée par un dragon, elle hésite pas à prendre direct l'épée pour se lancer sur lui. Seulement, comme elle est plus à l'écoute que les autres, elle au moins a eu le temps de voir cette interaction super mignonne entre le beautiful dragon hibou, du nom de Jumper, et son fils nouveau-né, qui va se finir en cicatrice et en kidnapping de sa maman. Enfin, c'est pas très clair, mais on suppose que le dragon a senti quelque chose de particulier chez elle et l'a emmené avec lui par curiosité. Et qu'une fois sur place, entre l'aigreur qu'elle ressentait pour les villageois, leur incapacité à changer et la distance qui l'a séparée de son fils, elle a eu peur, voire carrément pas envie, de retourner chez elle. Présentation de l'alpha, qui a créé l'endroit grâce à son souffle de glace, ce qui fait tilter Harold. C'est lui le cracheur de glace? C'est lui le responsable de toute cette destruction? Oui, mais chut. Allez, réfléchissons pas trop et allons manger. Et on passe sur ces 5 compagnons qui décident qu'ils vont suivre Harold pour l'aider plutôt que rentrer à Burke comme des bébés. Si ça se trouve, ils ont besoin de notre aide. On part les chercher immédiatement. Et les voilà à venir retitiller Eret et ses hommes pour qu'ils l'emmènent jusqu'à Drago. Et mais eux, c'est vraiment les putes de l'intrigue. Tout le monde les prend pour des paillassons. Du côté de notre héros, le repas se fait dans le sens inverse que dans le 1. Cette fois, au lieu de donner à manger, c'est l'alpha qui les nourrit en leur crachant à la gueule un paquet de poissons. Après le repas, ça discute cartographie, puis c'est activité vol plané, où on peut voir maman nous taper sa meilleure perf en 0G, avec en point d'orgue cet échange sur leur passion. Quand je suis là-haut, Elle est là-haut! je ne ressens même plus le froid. Je me sens libre. Jusqu'au moment où Harold, voulant montrer à sa mère qu'elle n'est pas la seule à avoir appris beaucoup auprès d'eux, s'élance en wingsuit, sous les yeux choqués, mais pas déçus, de sa mère. Ce rapprochement perturbe d'ailleurs beaucoup madame, qui commence à se rendre compte de tout ce qu'elle a perdu avec son fils, et fait comme stoïque, en s'excusant immédiatement après sa prise de conscience. Comme je suis désolée, mon fils. Et si on recommençait? Et honnêtement, malgré leur lourd passif, qui n'en est même pas vraiment un justement, je trouve ça suffisamment bien écrit pour qu'on puisse se mettre à la place de notre héros, et le comprendre quand il admet à demi-mot qu'ils peuvent se laisser une seconde chance. C'est beau quand même. Anyway, elle masse légèrement la nuque de Croque-Mou et hop, épine dorsale. Et bah tu vas pouvoir mieux les négocier maintenant tes virages serrés. Sans surprise, passer 20 ans auprès des dragons, ça te permet de connaître tous leurs petits secrets. Elle pourrait tous les lui apprendre. Et lui qui cherchait qui il était, croit commencer à mieux comprendre désormais. Ouais, comment dire, ça a l'air super génial. Du coup après Harold, il est en mode On n'a plus qu'à aller voir Drago et le faire changer d'avis. Quoi? Non. Il faut protéger les nôtres. ah bah en fait c'est pas ce que je suis exactement, non. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Pendant ce temps-là, nos 5 compagnons arrivent au QG des méchants et commencent à analyser ce qu'ils ont sous les yeux. Des bulles à diamètre large, vit dans les profondeurs. Je pense que c'est un léviathan de classe 5 ou même 6. Quand soudain, des gars sortis de Princesse Mononoke apparaissent Ce sont des humains cachés sous les dépouilles de vos guerriers pour masquer leur propre odeur. et tranquillisent les dragons avant de capturer tout le monde. Et ils les amènent en face de... Drago! Le tout sous la coupelle de Eret la qui se fait autant maltraiter par les dragonniers que par Drago et ses hommes. Bien, comme tu peux le voir, je suis pile à l'heure avec un nouveau chargement de beaux dragons. En gros, personne le respecte. Drago qui se lance dans un concours de qui sait qui est la plus grosse en dominant la monture de Varek, après avoir tanké son souffle grâce à sa cape et gueulé un bon coup. Alors on va se calmer. Déjà ça en impose et ça présente direct le boug. Mais ça nous permet aussi de constater qu'il débite des phrases très terre à terre. Et maintenant, tu es à moi, dragon. Oui. En effet. Puis il remarque que les dragonniers et demande poliment à Eret combien il y en a. Astrid s'élance et balance que Harold, le fils de Stoïque la brute, Et surtout le plus grand des maîtres dragons. arrive pour lui soulever sa mère. Et ça agace un peu Drago. Quoi, un maître dragon? Je suis le seul qui sache contrôler les dragons. Voilà, je vous avais dit très terre à terre. Loin de considérer que Eret lui a rendu un service, il l'accuse d'avoir mené toute l'île de Burke jusqu'à lui, avant de le condamner à mort. On va anéantir, foudroyer leur alpha. Est-ce qu'un gars t'a déjà foudroyé ou Mais au dernier moment, le dragon de Astrid débarque et sauve Eret, avant d'être endormi et fait prisonnier, comme tous les autres. Pendant ce temps, à la crèche, Harold se fait encore kidnapper, mais par son père cette fois. Et en passant devant une ouverture, il croise la femme de sa vie, mère de son fils, disparue depuis 20 ans.
V'là le choc quoi. Pareil pour Valka, oui c'est son nom, qui en a gros sur la patate, imaginant qu'il lui en veut pour tout ce qui s'est passé. Gullford dit quelque chose de très cryptique. C'est pour ça que je me suis jamais marié. Ça et puis une autre raison. Et de panique, Valka tente une blague pour détendre l'atmosphère. Arrête d'être aussi stoïque. Oh non, pas ça. Seulement stoïque, il est dans un autre bail, et il est trop content de la retrouver pour lui en vouloir. Tu es aussi magnifique que le jour où je t'ai perdu. Moment de joie intense pour tout le monde, une famille qui se retrouve, c'est beau. C'est beau, hein. Retour sur nos compagnons, oui on bouge beaucoup, qui s'apprêtent à faire le grand saut. Seulement Eret en avait apparemment sous le coude et nous fait un move de génie avant de libérer tout le monde. Alors, on va sauver vos dragons et partir d'ici ou bien? Il va en profiter pour payer sa dette au dragon qui lui a sauvé la vie en le libérant, passant de trappeur de dragon un peu con et sans cœur, à trappeur de dragon un peu con. Young Neil, ton initiation est finie. À compter d'aujourd'hui, tu porteras le nom de Neil. Quelqu'un arrive? Pas la moindre idée, mais garde la pause. C'est ça. Côté famille, ça réapprend à se connaître en faisant la cuisine et en sifflotant les bons chants d'avant. J'affronterai toutes les tempêtes sans peur des vents déchaînés. J'éviterai tous les récifs si tu voulais m'aimer. Et suivant cet élan, Stoic propose à Valka de revenir avec eux au village, pour reformer enfin une famille. Non vraiment c'est très touchant. Mais je sens que ça va mal finir. Instinct du chasseur, peut-être. Ou l'armée qui s'est amassée devant chez eux, parce qu'ils savaient où ils étaient apparemment. S'ensuit une grosse bataille avec des moves stylés, et une conclusion pour l'arc amoureux de Condur. Finalement ce sera plan à 3. Oh putain oui! Tout le monde se présente, maman mes potes maman. Attends, c'est ta mère là-haut? Maintenant, tu sais de qui je tiens mon sens du spectacle? Moi, je vous ai dit qu'il était content. Et Drago nous ressort des évidences. C'est l'alpha. Là, on va s'affronter. Oui. En effet. Il a compris. Il est malin. Et il joint le geste à la parole en sortant de l'eau son alpha domestiqué. Un peu dommage pour le design. On aurait aimé autre chose qu'un décalque aquatique de l'alpha de glace. Mais pas grave parce que baston d'alpha, autant draconique que humaine. Versus qui se finit en victoire du méchant par mise à mort brutale, mais sans une goutte de sang. Il est absolument impeccable. Et c'est le moment tant attendu où Harold et Drago se rencontrent enfin. Et il entame directement notre vilain avec les arguments classiques. Tout ça pourquoi? Pour prendre le pouvoir? Mener le monde? Les dragons, ils font en sorte que des hommes de tout peuple s'unissent. Bla bla bla. Mais Drago réplique en lui racontant que pour lui les dragons déchirent plus qu'ils unissent, menant à la perte tragique de son bras, de sa famille et de son village. Je me suis promis de m'élever au-dessus de la tyrannie des dragons. Alors pourquoi des dragons, me direz-vous? Parce qu'il faut des dragons si l'on veut vaincre des dragons. Incroyable. Ou bien c'est pour avilir les uns que tu te sers des autres, pour le pouvoir. Attends un peu, tu vas voir. Non, j'attends pas. C'est toi qui vas voir. Oui. C'est ce qui va se passer. Puis il commande à l'Alpha de prendre le contrôle de Croque-Mou pour tuer Harold. Oula, ça commence à puer cette histoire, je suis pas rassuré là. Croque-Mou perd pied, il s'approche pour assassiner son ami avec le regard vide. Oula, qu'est-ce qui va se passer là? Je le sens pas. Stoic arrive à la rescousse au dernier moment. Il se jette pour protéger son fils. Oh putain, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas possible, il va s'en remettre, c'est bon. Non, il est dead. Ah, comme ça, sans un dernier mot d'adieu. Sec, sans sauce. Oh, vas-y, j'en peux plus, je savais que ça allait mal finir. Et en plus, c'est Croque-Mou qui l'a tué. Ouais, je sais, c'est pas sa faute, mais ça marque quand même un peu. Non, tu le touches pas. Allez, va-t'en d'ici, va-t'en. C'est pas de sa faute. En même temps, c'était il y a à peine 30 secondes. Laissez-lui le temps de digérer l'info. Fichez-lui la paix. Harold qui passe son film à digérer des infos comme il peut d'ailleurs. Ça fait beaucoup là, non? Et comme ultime humiliation, Drago prend le contrôle de Croque-Mou et le monte n'importe comment, avant de s'envoler pour conquérir Burke avec ses nouvelles troupes de dragons contrôlés. Ouah, comment c'est la merde. S'ensuit le clou dans le cercueil, littéralement puisqu'on enterre Stoic le gars sûr, façon viking, avec un discours de Gullford qui fait couler une petite larmichette. Parce qu'un grand homme est tombé, un guerrier, un chef, un père, un ami. Social, putain! Ensuite, tir de flèche enflammée et une discussion avec sa mère retrouvée. Tu as le cœur d'un chef et l'âme d'un dragon. Tu es le seul qui puisse réunir dragons et vikings. Et notre héros, qui depuis le début se cherchait, vient de comprendre qu'il doit être un mix entre les deux. Un chef et un dragonnier, un ami et un fils. Un disciple, un maître. Le tout à sa manière, et avec son père, chef du village à présent disparu, les choses s'accélèrent et il doit prendre la place qui lui revient. À lui d'en faire la place qui lui convient. Il va donc prendre sa première décision de chef et avec l'aide des bébés dragons, qui n'écoutent personne, et ses amis, ils vont retourner sauver Burke à feu et à sang. Enfin, à glace et à sang en l'occurrence. Confrontation finale qui se fera grâce à Drago, qui laisse tranquillement Harold tenter de reprendre le contrôle de son dragon devant lui, sans rien faire en mode « Non mais laissez-le essayer, de toute façon c'est moi le plus fort ». Votre chef est mort. Oui. C'est ce qui s'est produit. Harry Potter est mort. Personne ne peut plus vous protéger. Oui. En effet. Dorénavant, vous placerez votre confiance
en moi. Et la scène où Harold ramène son ami à la raison est un exemple de confiance mutuelle et d'écoute. C'était pas de ta faute, mon grand. Ils t'ont forcé à le faire. Tu ne ferais jamais de mal. Je t'en prie. T'es mon meilleur ami, mon grand. Ça, c'est mon dragon, c'est ça. Nous, comme eux, passons au-dessus de la peine pour s'envoler de plus belle vers le dénouement du film. Croque-Mou se libère de l'emprise de l'alpha grâce à Harold, qui est super actif aussi, nous présentant ses meilleurs coups de wingsuit, suivi de la négociation de virage serré que nous avait promis la découverte des épines dorsales de Croque-Mou. Accroche-toi! Yes! Yes! Mais malheureusement, nos deux compagnons se font avoir par un souffle de glace duquel ils vont se libérer grâce à un nouveau pouvoir de Croque-Mou, piqué à Godzilla. Mais c'est pas grave, car ça lui donne la force nécessaire pour défier l'alpha. Mais lui ne sera pas un alpha qui oblige les autres à le suivre par le contrôle, mais par l'écoute, le dialogue et la confiance. Une bienveillance qui se fait par l'asthmatage complet de ceux qui ne sont pas bienveillants. Tu comprends maintenant? Voilà ce qui arrive quand les dragons accordent leur confiance. Il se fait défoncer. Par la fuite du méchant alpha. Et la victoire définitive de notre duo de choc, saluant tous leur nouveau chef, autant du côté draconique que du côté humain. Le chef est de retour parmi nous. La classe. Total. Eret est accepté au village, et Harold lui confie même le dragon de son père. Ça, c'est une belle preuve de confiance. Et on finit sur la scène de course qui servait d'intro et la phrase typique des films. Oh, bien sûr, ils ont des armées, ils ont des armadas. Mais nous, on a nos dragons. Bon, comment dire? C'était énorme, hein, super suite et tout, mais un peu plus laborieuse. Commençons par ce qui saute aux yeux. C'est beau, il y a un glow-up à tous les niveaux. Les maisons du village, la texture, les vêtements du cuir, du métal, des décors en général. Non mais regardez-moi ça, comment ça claque. Deuxièmement, les personnages. Ils ont tous évolué autant graphiquement que intellectuellement, mais genre Harold l'alpha quoi. Super costume. Et on aime le voir grandir comme ça. Astrid, pareil, plus le temps passe, plus ses cheveux et sa tenue se relâchent, la faisant de moins en moins penser à la barbare qu'elle était, avec quand même quelques rappels. Harold, mais c'est magnifique. Croque-Mou aussi évolue, même si bon, lui ça se voit moins, mais on le sent plus confiant. Encore une fois, ça fait 5 ans, et on voit bien le passage du temps sur l'univers du film. Et c'est vraiment bien fait. Les musiques au top, comme d'hab avec John Powell, moins d'apparitions du thème du premier film, mais nouveau thème quand même avec celui des parents de Harold. Bref, on sent qu'on gagne en largeur et en espace depuis le premier. On sort enfin un peu du village pour explorer des coins un peu différents, on croise des nouveaux personnages marquants, des nouveaux dragons cool, c'est du très bon. Mais maintenant, quelques petits trucs. D'abord, le méchant. J'ai pas spécialement quelque chose contre lui, mais à part être une copie d'Harold qui a mal tourné, on n'en apprend pas plus. Le seul moment où on a un peu d'empathie pour lui, c'est quand il raconte ses bails de jeunesse, et ça le change pas du méchant monodimensionnel qu'il est. Après, j'avoue que son doubleur anglais, Jim Onunsu, fait super bien le cri du gars énervé. Oh, on se calme, on n'est pas tout seul. Mais l'histoire, quoi. On en prend un peu trop d'un coup. Pour vous donner une idée, Stoïque doit gérer la succession de son fils, qui n'en veut pas, gérer les retrouvailles avec sa femme et sauver son village. Valka retrouve son fils après 20 ans, doit se séparer de sa vie pour en retrouver une nouvelle, dans un village quasiment étranger, avec une famille qu'elle a perdue de vue. Puis il doit gérer la mort de son mari, et aider son fils à trouver sa voie. Et Harold, alors là c'est le pompon, va devoir devenir chef du village, alors qu'il n'en a pas spécialement envie, trouver sa place dans ce monde, gérer la découverte de sa mère qu'il croyait morte, tâcher de retrouver un équilibre familial avec ses parents qui viennent de se retrouver, gérer la mort de son père, tué, il faut le rappeler, par son meilleur ami, qu'il va perdre, devoir retrouver, puis enterrer son père pour prendre sa place en tant que chef du village dans la foulée. Ça fait beaucoup là, non? C'est que même pour nous, spectateurs, ça fait beaucoup à prendre en 1 ou 2 jours. Titre. Écoute mon grand, je sais que j'ai l'air gentil et calme, mais c'est qu'une apparence. Après, on sent qu'ils voulaient en mettre beaucoup pour faire évoluer cet univers. Et c'est à mettre à leur crédit. De plus, je trouve qu'ils ont très bien géré l'entremêlement des intrigues de tous ces personnages. Mais ça donne l'impression d'un film bourré jusqu'à la gueule. Qui fait que pour moi, c'est un équilibre plus dur à tenir que dans le premier. Après, je pinaille un peu, mais ça a son importance. Néanmoins, j'ai passé un très bon moment. Et le public aussi, apparemment, au vu de son sublime score sur Rotten Tomatoes. Et de son box-office de 621 millions de dollars pour un budget de 145 millions. Du coup, super suite, tout le monde est content. Et bah allez, on est reparti pour un tour. Et globalement pour cet épisode, ça va se faire un peu comme Kung Fu Panda 3. Le savoir-faire est à son maximum, donc pas besoin de voyager. Tout va se jouer sur ce qu'on raconte en termes d'histoire, et comment on boucle la boucle. Non vraiment, je serais ravi de vous dire qu'ils ont été dans un nouveau pays pour s'inspirer des environnements, ou qu'ils ont mis en place un nouveau système pour gérer la 3D des ailes des dragons, mais non, ce qu'on a c'est des équipes motivées, et du savoir-faire. Il n'y aura pas besoin d'autre chose pour créer l'alchimie et la magie si particulière de cette franchise. Du coup on enchaîne sans interruption. Let's go, guys. Allez, on attaque avec le logo Universal,
jusque là tout va bien, et il y a encore ce logo du démon, carrément moins bon que celui d'avant. Laissez-moi deviner, on va avoir le droit au plan de présentation du village sur fond de voix de Harold, qui explique ce qu'ils ont de si particulier. Ah bah non, cette fois ça s'ouvre sur une scène de libération de dragons par Harold et sa petite troupe. Et c'est encore un nouvel outfit pour notre héros et sa bande. Plus cuireux, histoire d'être mieux protégé des flammes, et aussi plus cool, on va pas se mentir. Scène de libération teintée d'humour, avec une blague que j'aime beaucoup. Non, je reconnais un démon quand j'en vois un. Aucun humain a des jambes aussi maigrichonnes. Ah, on est d'accord. Il y en a enfin un qui a compris. Puis cette libération à la base furtive part en baston général sur le pont. Émeute! Vas-y, émeute! Suivi d'une fuite avec les dragons libérés, introduction des plus normales en somme. Mais dans un coin du bateau, Croque-Mou s'arrête devant une cage avec intérêt, avant de partir rapidement. Et on peut apercevoir une paire d'yeux des plus énigmatiques. Mystère. Et on arrive enfin à l'intro classique dont je parlais tout à l'heure, qui fait toujours son petit effet, surtout avec la mise à jour graphique, qui nous montre Burke au top du top. Et ça nous fait nous rendre compte à quel point le village, qui est maintenant une ville d'ailleurs, a évolué. Matez-moi ces couleurs de partout et ce fourmillement de vie. Regardez, ça c'est Burke dans le 1, dans le 2, et maintenant. Et on peut d'entrée de jeu se rendre compte qu'il commence à y avoir un léger souci de place. Tout le monde se porte pour le mieux depuis un peu plus d'un an, notre héros et ses compagnons ont un peu poussé, Valka a repris des couleurs, et Astrid a définitivement détaché ses cheveux. Sans parler de la belle barbe fournie de cogne dure, ou du mignon petit couple que fait Varek avec sa dragonne et leur enfant. Lui au moins a une vraie belle moustache bien fournie. Et Varek, bah il fait son Varek, a dragué la mère de Harold. Ouais, ça se voit que ta maman est fan de moi. Un peu lourd le boug. Il est lourd lui, j'avais oublié. Et une petite scène plus loin, on peut se rendre compte que Gullfor a changé de doubleur. T'as rapporté un globe gobber. Si le dragon porte la poisse où qu'ils aillent, on est fichu. Je sens que ça servira plus tard. Et de continuer en expliquant au chef qu'en plus de manquer de place, cet attroupement dragon attire de plus en plus de trappeurs. Harold lui répond que tout va bien. On a réalisé notre rêve, où dragons et vikings vivent en harmonie, un monde idéal. Et on arrive au fameux « Allez, épousez-vous et faites le couple royal qui dirige Burke SVP ». C'est un peu le malaise à cause de ce gros balourd de Gullfor. Et v'là-t-il pas que c'est cogne dure et sa fake barbe de merde qui vient donner des conseils de drague à Harold. Si tu veux une barbe sur laquelle laisser couler tes larmes de chagrin, fais-le sur ma magnifique et longue barbe fournie. Ah, je rêve. Voilà maintenant qu'un rat va me donner des leçons de protocole. Heureusement, Eret vient mettre un terme à cette gêne en annonçant avoir repéré 2 bateaux de trappeurs pas très loin. Ce qui va permettre à notre Harold de s'esquiver. Mais pas sans la phrase de tonton qui annonce tout. Un jour, tu vas tomber sur plus fort que toi. Mais c'est moi le plus fort! Transition sur un attroupement de trappeurs, digne de Pirates des Caraïbes 3, et un véhicule volant tiré par des dragons des plus badass. Ce sont des agrippes-morts ultra vénères, presque plus proches des scorpions que des dragons. Des scorpions moudes quoi. Et les vermouths. Et le véhicule transportait notre méchant pour cet épisode, Grimmel le Grave. Comment vont vos plans de conquête du monde? Ouais, je sais, le nom envoie pas spécialement du lourd, mais il est doublé par Murray Abraham en VO. Oui, ce gars dans The Grand Budapest Hotel. Et en VF, c'est notre vénéré Féodor Atkin, Jafar en personne. Extatique. Ce qui lui donne toute cette saveur jafaresque, puisque comme lui, il cumule intelligence, malinoiserie et méchanceté pure. Mais pour être un peu plus précis, c'est un trappeur dragonnier qui adore la chasse. Voilà, c'est son dada. Chacun ses hobbies, je juge pas. Il est engagé par les chefs de guerre locaux pour se débarrasser de Harold et récupérer son alpha, avec tous ses dragons contrôlés en prime. Mais moi, mon travail, c'est de tuer les dragons et pas de les ramener. Et on comprend rapidement à sa réaction qu'il est celui qui les aurait tous chassés jusqu'au dernier. Alors autant vous dire que quand il entend qu'il y en a un qui a survécu, il est intéressé. Parce qu'ils sont tous protégés par un furie nocturne. C'est impossible. Et en plus, ils ont l'appât idéal. Une femelle. Donc oui, c'était bien une femelle furie nocturne tout à l'heure. Peut-être même la dernière encore en vie. Et une scène pour montrer sa badassitude plus tard. Je suis trop badass. On enchaîne sur un flashback de Harold, tout petit, et de son père, qui parle d'un endroit qu'on appelle la Terre des Dragons. Une terre d'où sont originaires tous les dragons. Un jour, je trouverai le monde caché et j'en condamnerai l'accès pour qu'enfin les humains et les dragons cessent de se battre. Et monde caché que Harold cherche avec sa carte. Mais pas le temps de se poser, car Astrid arrive avec ses mots pleins de sagesse et valide ce qu'a dit Gullfor tout à l'heure. Tu crois que toi et moi? Non, pas pour le mariage, mais pour le reste. Plus les dragons seront nombreux sur Burke, plus on deviendra la cible des trappeurs. Mais notre chef a la solution et annonce qu'ils n'ont qu'à trouver le monde caché et s'y installer. Idée pas ouf d'après Astrid. Enfin bon, comme dans le 2, on peut les voir échanger sur des sujets sensibles, mais le faire avec leur jeu romantique à eux. Ah, ok, t'as gagné. Comme toujours, t'as gagné. Et comme dans le 2, ils vont être interrompus par un événement soudain. Cette fois-ci, c'est Croque-Mou qui sent un truc, et après quelques pas, il tombe sur une sublime femelle furie nocturne. Enfin, furie éclair comme ils disent. Et intrigués, ils vont vaguement commencer à se tourner autour pour se renifler. Malheureusement, Harold et Astrid qui le suivaient font peur à la demoiselle, et elle disparaît en utilisant une technique qu'on n'avait encore jamais vue.
Moi, il me fait de la peine, il est toujours tout seul. Et une fois revenu au village, on peut enfin voir le manque que peut ressentir Croque-Mou. Lui qui est, faut-il encore le rappeler, le dernier de son espèce. C'est bon, on va retourner dans la forêt essayer de retrouver cette furie éclair qui te fait tourner la tête. Accompagné de Cogne Dure, qui donne encore des conseils de drague. J'ai vu comment Astrid te regarde. Elle a une sorte de déception dans ses yeux. Un besoin d'avoir plus que toi. Mais quel connard, ce type! Tu prouveras à tes détracteurs, qui sont nombreux, que tu es plus qu'un simple gringalet sous-alimenté avec une coupe de cheveux à la noix, des dents bizarres et un cou atrophié. C'est un sale con! J'en profite pendant ce malaise de niveau 8 pour attirer votre attention sur la beauté de la nature, en particulier sur ces fougères là. Ça a l'air de rien mais ça envoie du bois. Mais Harold stoppe Cogne Dure pour faire la découverte d'une fléchette empoisonnée au milieu de la clairière. Fléchette qui éveille ses réflexes de chasse, permettant d'esquiver un vilain piège. Ah, je vous l'avais dit, c'est un chasseur. Bah pour nous c'est la chasse, quoi. C'est un art. Ce qui va inquiéter un peu ses copains, en particulier Eret, qui reconnaît là le boulot de Grimmel. Ne sous-estime pas Grimmel le Grave, parce qu'il va revenir, tu peux me croire. Harold, toujours à la recherche de sa terre promise, nous ressort ses meilleurs skills de bibliothécaire, mais il est interrompu dans l'ombre par Grimmel le Fourbe. Oh, j'espère que tu ne m'en voudras pas si je me sers. Imposant d'entrée de jeu sa présence menaçante. Réaction de base de notre héros, sortir son sabre laser, enfin son épée de feu. C'est très impressionnant. Et hop, ni vu ni connu, j'endors ton dragon qui dormait. Juste au cas où. Juste au cas où. Ensuite, il s'installe à la fraîche, en le tenant en joue, et se présente. Tu ne sais pas du tout qui je suis, n'est-ce pas? Il en profite pour vaguement le rabaisser, en expliquant que Stoïc la Brute serait déçu. Lui qui avait eu la bonne idée de se lancer dans une quête d'extermination qui aurait permis à son fils de vivre dans un monde débarrassé de ses grosses bestioles. Mais il avait fini par changer. Et regarde où ça l'a conduit. Puis annonce fièrement être l'exterminateur de Furie Nocturne. Alors, tu vas me donner ce dragon. Bon alors de 1, ça devient personnel du coup, et de 2, bah non en fait. Bon après il part en couille avec des théories conspices sur la soi-disant supériorité de la race des hommes, et à quel point l'idéologie toxique de Harold va détruire la civilisation telle que nous la connaissons. C'est une conspiracy à 100%. Et c'est là que nous découvrons comme Grimmel, que tout ceci était un piège depuis le début, tendu par Harold et ses amis. Très bien vu. Ici, c'est Burke. Et on a toujours défendu notre mode de vie, contre bien pire que vous. Quelle fougue, jeune homme. J'adore, seulement je regrette. Tu n'as jamais eu affaire à quelqu'un comme moi. Seulement contre nous de la part de Grimmel, qui siffle un coup, faisant descendre ses dragons scorpions qui foutent un sacré sbeul, duquel ils arrivent à se sortir après une petite baston sympathique. Ensuite il nous fait la classique. Que mon dragon soit prêt à mon retour, ou je détruirai tout ce à quoi tu tiens. Sacrée première interaction. Transition sur une réunion de crise où on peut enfin voir Harold faire son chef de village. Et il assure, annonçant vouloir prendre l'affaire au sérieux, et comprenant que leurs ennemis deviennent de plus en plus intelligents et déterminés. Il annonce donc 2 solutions, la guerre totale ou partir de leur île, bien trop exposée. Et où précisément? Eh bien ça tombe bien que vous posiez la question, parce que je cherche un truc qui s'appelle le monde caché, où on pourrait enfin vivre en paix avec nos dragons. Avant de terminer en expliquant que ça lui brise le cœur, mais que Burke n'est pas qu'une île. Burke, c'est nous tous. Ce que je veux dire, c'est que Burke sera partout où nous irons. Asgard n'est pas un pays, c'est un peuple. Et c'est parti donc pour la grande migration. Je vous raconte pas le bordel. Ce qui ravit Grimmel, qui annonce aux chefs mécontents qu'ils sont vulnérables à présent, et que la monogamie des furies nocturnes va pousser Croque-Mou à chercher la furie éclair. En gros, c'est dans la poche. Laissez-moi savourer cette partie de chasse pour quelques jours encore. C'est fou ce que ça me manquait tout ça. Et après un petit moment intellectuel pour Cogne Dure, exactement le même que dans le Roi Lion. Le soleil est rond, la lune est ronde, les étoiles sont rondes, même si elles sont petites et trop débiles. Non mais les étoiles quoi. Oh, tiens. Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des billions de kilomètres de nous. Pause de 2 pour les Burkiens sur une sublime île au pic abrupt. C'est pas ta faute si t'as un magnifique corps de dieu nordique. Attendez, faut que je vérifie un truc. Ah, par contre, c'est juste pour la nuit, les gars, hein, on s'installe pas. Bon, en fait, si, allez, on fait un QG ici. Jusqu'à ce que Croque-Mou et moi, on trouve le monde caché. Et c'est maman Valka qui vient donner ses inquiétudes sur le choix de son fils. Elle qui a essayé de faire pareil pendant des années. Mais la cupidité humaine finit toujours par gagner. On l'aime bien au village. À Méditer. Ça en dit long sur réfléchir, les amis. La nuit venue, c'est Croque-Mou qui est réveillé par l'odeur alléchée d'une femelle avec la capacité de se rendre invisible passant par là. Elle cumule les pouvoirs de fou, elle, hein. Et chemin faisant, ils vont se donner rendez-vous sous la lune pour se la jouer l'amour brille sous les étoiles. Le tout sans dialogue, avec des blagues toutes mignonnes et des parades amoureuses un peu cursed. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de téléphone, deuxième pénalité. En même temps, quant à l'autre unijambiste comme prof de drague, faut pas t'attendre à des miracles. Ça n'emballe d'ailleurs pas trop la demoiselle, qui part bouder un instant dans une position de chauve-souris. Juste le temps pour Croque-Mou de lui présenter ses talents de dessinateur, qui cette fois l'intéresse un peu plus. La voilà séduite. Et bon, vu le peu de monde qu'il y a sur le marché, elle va pas faire la fine bouche. Seulement elle découvre que Harold était là depuis le début et s'enfuit, laissant Croque-Mou dégoûté de ne pas pouvoir la suivre à cause de son handicap.
Qu'à cela ne tienne, Harold va améliorer sa prothèse pour qu'il puisse enfin voler tout seul. Et à peine installé, le voilà parti pour ramener sa belle, avec cette petite pause juste avant de partir, comme pour nous indiquer que ça lui fait bizarre de partir voler tout seul, depuis le temps que c'était pas arrivé. Suivi d'un léger moment de flottement où tout le monde se demande à quoi Harold va bien pouvoir servir, maintenant que sa meilleure arme peut voler toute seule. Mais passons à nos deux amoureux qui s'en vont se la donner au milieu d'une tornade, avec cours sur la technique de téléportation en plus. Avant de les voir tous les deux disparaître dans ce qui semble être la plus grande chute d'eau du monde, digne de celle de Pirates des Caraïbes 3 encore une fois. Transition sur notre chef qui, après s'être fait féliciter par les autres pour sa décision de déménager, nous fait une petite crise de jalousie sur la nouvelle qui fait tourner les yeux à son ami. Elle est si capricieuse et sauvage. Elle est frivole, impulsive, spontanée. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Non, j'ai pas confiance en elle. Voilà, c'est dit. Et Guilford de lui répondre qu'un jour il faudra bien couper le cordon, pour qu'il aille faire sa vie. Mais ils sont coupés par Condur et ses conseils de drague à 2 balles. Voilà, je t'ai bien regardé marcher, et faudrait que t'arrêtes de boiter, personne voudrait épouser ça. Ta gueule! Juste ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule! Et des Glockgobers qui se sont multipliés comme pas permis. Mais d'où ils viennent tout cela? Puis c'est Valka qui revient d'une ronde où elle s'est fait attaquer par Grimmel et sa flotte. Je sais pas comment il a fait, mais Grimmel est sur nos talons. Bon, ça fait stresser un peu tout le monde, et Harold décide d'attaquer avant de l'être en capturant Grimmel pour le séparer de son armée. C'est risqué mais ça peut être payant. Ouais, je suis avec lui, moi, qui d'autre? Personne ne t'écoute! Et les voilà à tenter une incursion dans leur base flottante à la faveur de la lune. En route pour un Grimmel qui récolte le poison de ses dragons pour ses fléchettes. Ah donc c'est pas des potions mais du venin d'Agrippemort. Infiltration qui est censée se faire dans la discrétion, mais monsieur ne peut pas s'empêcher de flex avec son épée de feu, très belle au demeurant, mais qui fait un peu de bruit quand même. C'était quoi ce bruit? Quel bruit? Pas grave car quelques secondes après, c'est Grimmel qui se venge en abaissant un piège qui les enferme à l'intérieur avec ses dragons poisonneux. Et qui nous sort son monologue, comme quoi à l'époque lui aussi il avait attrapé un furie nocturne et qu'il l'a trucidé sans remords, devenant le chef de son coin et se lançant dans une quête qui libérait le monde de la tyrannie des furies nocturnes. Apportant une vraie paix à tous les peuples du monde. Il se lance dans un monologue, et quel crétin! Nouvelle version d'un Harold qui a mal tourné avec une pointe d'idée qu'avait son père avant d'être changé par son fils. Harold qui lui rétorque: Mais tu as des dragons toi aussi! Alors pourquoi avoir bâti une armée de dragons? Ce sont des tueurs de dragons. Il y a une nuance. Qu'il drogue avec leur propre venin pour les tenir à son service. Ton fier et précieux Alpha ne les contrôlerait pas. Ouais, en gros il a des junkies sous ses ordres. Junkie qu'il active avec son coup de sifflet, lançant une mêlée générale dans la cage. Mêlée dont ils vont se sortir à coups d'esquive et de saut stylé. Avec supplément, j'éclate ta base à coups de dragon cerf. Fuite plutôt bien exécutée, si on oublie le moment où cette débile de crâne dur a pas suivi et est resté sur place pour être fait prisonnière. Quoi? Mais j'en ai trop marre, ils sont trop cons! Et Harold qui commençait à élaborer un plan avec Croque-Mou se fait interrompre comme quoi il est sûrement déjà loin avec sa femelle. Je suis prêt à parier qu'il reviendra plus jamais. Ouais, sans ton dragon tu passes pour un guignol mon gars. Va falloir nous montrer ce que tu vaux vraiment. Et Valka qui vient prodiguer des conseils. Aide-le simplement à ouvrir les yeux dans ce cas. Elle qui sait si bien lui parler. Pendant ce temps-là, chez les méchants, c'est l'angoisse tellement leur prisonnière peut pas la boucler. Et vas-y qu'elle parle et bla et bla et bla. Tant et si bien qu'il la fout littéralement dehors. Mais bon, faut pas être un génie pour comprendre qu'il va en profiter pour la suivre jusqu'à leur planque. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Transition sur Astrid et Harold, qui étaient partis chercher Croque-Mou et Condur. Et en suivant la piste de son dragon, il tombe sur les chutes de tout à l'heure, qui semble être un grand trou au milieu de nulle part. Il s'y enfonce. Titre, Jérémy, je vais t'enterrer. Et tombe sur le monde caché, évidemment. Monde caché qui, comme dans le 2, est un havre de paix pour dragons, des plus sublimes et colorés. Même si je trouve que les stalagmites un peu partout, c'est pas hyper pratique pour voler. Et un peu plus loin, on peut admirer Croque-Mou et sa copine se la jouer couple royal, avec même une petite apparition d'un vieil ennemi dans le fond. Et vous êtes pas mort, espèce de connard? Ça, c'est un roi. Et au moment où notre héros commence à prendre conscience de tout ça, ils sont repérés et pris en chasse par quelques locaux, avant d'être sauvés par leur ami, ce qui accélère sa prise de conscience et déclenche un autre flashback de son père qui lui raconte à quel point l'amour peut faire souffrir, mais que ça en vaut la peine. Il n'y a rien de plus beau à offrir que l'amour. Et si on se demandait ce que ça provoque chez Harold, il nous suffit de le regarder pour comprendre que lui aussi a enfin compris. Ta place est avec eux, la nôtre est ici. Et c'est le moment de se dire au revoir. Ah non, on est interrompu par la Furie Éclair et Condur qui viennent de rentrer, annonçant l'arrivée de, évidemment, Grimmel et sa team, qui au calme s'emparent de Croque-Mou et sa copine devant tout le monde. Ne t'en veux pas, Harold. Tu as fait de ton mieux, mais tu n'es rien sans ton dragon. Sans l'aide du génie, petit, tu n'es rien.
C'est le moment de briller pour Astrid, qui trouve toujours les bons mots. Et elle ne veut pas passer par 4 chemins pour lui dire qu'il est redevenu le Harold d'avant, et qu'il doute encore de ses qualités. Mais j'ai eu confiance dès le début en ce Harold. Car c'est grâce à sa vision des choses qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui, à l'image de tout le village en fait. En ajoutant qu'il est le viking le plus courageux et buté qu'elle connaisse, et que Croque-Mou rendait juste les choses plus faciles. Et maintenant ce sera plus dur, voilà tout. Et notre champion de nous sortir sa réplique. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bah, je sais pas, sûrement un truc bête. Oui, ça c'est plus intéressant. Allez, M'a-dit banco. on va donc se la jouer à l'ancienne, en mode wingsuit, jusqu'à la flotte. De son côté, Grimmel annonce fièrement refuser de leur céder l'alpha, et qu'il va le tuer pour finir sa mission sacrée. Quel traître! En même temps, c'est marqué sur sa gueule qu'il faut pas lui faire confiance. Comme Jafar en fait. Bon courage si vous voulez les contrôler, sans l'influence de l'alpha. La canaille! Soudain, c'est l'arrivée en fanfare pour nos compagnons, qui foutent le bordel comme seuls eux savent le faire. Attention! Derrière toi! Par chance, Croque-Mou finit par réussir à enlever sa muselière et éclate le véhicule volant qui le maintient prisonnier. Bon, il tient encore vaguement, mais il faut se dépêcher de décrocher ton pote avant que tout ça ne coule au fond de la mer. C'est la classe. Les voilà donc partis récupérer la Furie Éclair, droguée et montée par Grimmel, pendant que le bordel prend de l'ampleur en bas. Ces dragons portent malheur, vous êtes fichus! Oui, voilà, c'est bien! Combat au sommet, au sens littéral du terme, où nos deux amis vont devoir désarçonner Grimmel de la copine de Croque-Mou sans la blesser, en plus de se taper ses dragons junkies. Bon, pour les junkies, il se les fait façon Thor, grâce à sa technique de téléportation. Et au moment de réapparaître, Harold se jette sur son ennemi, qui a juste le temps de tirer une fléchette qui atteint Croque-Mou. Ultime moment où Harold, sa wingsuit en miettes, est tenu par Grimmel sur le point de chuter. Et bloqué entre deux choix, il décide de libérer la Furie Éclair pour qu'elle sauve son ami inconscient à cause du venin. Vas-y, sauve-le. Mais bien sûr, comme on s'en doutait, la Furie Éclair revient à la charge pour le sauver au dernier moment, laissant notre méchant s'éclater comme une bouse contre la surface de cette eau si bien rendue. Victoire totale? Enfin presque, puisqu'il est temps des adieux déchirants. Tu as raison, mon grand, il est temps. Aussi déchirants pour eux que pour nous, tant les 3 films nous avaient appris à les aimer du plus profond de nos petits cœurs de pierre. J'étais tellement occupé à me battre pour le monde que moi je voulais que j'ai occulté les besoins que toi, tu avais. Dernière discussion qui me fait monter les larmes à chaque fois. Tu as assez pris soin de nous, Croque-Mou. Il est temps de prendre soin de vous. D'autant plus quand les autres Burkiens limitent et libèrent également leurs dragons, prouvant que Harold est définitivement accepté comme chef. Conduis-les vers le monde caché. Là-bas, tu seras en sécurité. Plus que tu ne le seras jamais avec moi. Notre monde n'est pas digne de vous. Et le mouvement inversé de cette main qui s'éloigne au lieu de se rapprocher est le dernier clou qui vous fera craquer, je peux vous l'assurer. Allez. Transition sublime sur le village, qui est installé ici de manière permanente maintenant. Village en fait pour le mariage de nos 2 tourtereaux, qui vont pouvoir régner comme le couple royal qu'ils ont toujours été. Avec les attributs du chef pour Harold, qui pue la classe, ne nous mentons pas. Et les cheveux totalement détachés et la superbe tenue de mariage de Astrid, qui a définitivement fini son développement. Seulement les réalisateurs savent très bien ce qu'il nous faut là maintenant, et nous présentent notre Harold devenu père de famille, racontant des histoires de dragons, en amenant ses enfants vers un endroit connu des seuls initiés. Oh, il est encore plus cool avec sa barbe de Tchad là. Scène qui pour la plupart d'entre nous est la plus marquante du film, car dans la brume apparaît une silhouette familière. Et sur une musique que j'adore, Croque-Mou surgit sur le bateau, l'air menaçant, le temps de se remémorer à son bon souvenir. Salut mon grand. Et c'est la fête. Malgré les années, leur amitié est indestructible, suivi de ce moment de pur bonheur où la nouvelle génération rencontre l'ancienne, toujours avec cette façon de faire si haroldienne, et cette conclusion où les 2 familles profitent d'un moment de voltige. Oui, car Croque-Mou aussi est père maintenant, avec la petite phrase de fin de notre champion. Le monde croit que les dragons ont disparu, ou même qu'ils n'ont jamais existé. Mais nous, les Burkiens, on connaît la vérité. Et on gardera ce secret jusqu'au jour où les dragons pourront revenir en paix. Oh putain, ça c'était de la trilogie. Bon, avant toute chose, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais je tenais à vous remercier encore une fois pour m'avoir fait redécouvrir ces films
grâce à vos commentaires. Quel plaisir ça a été de me replonger dans cet univers. Et directement, je vais arriver avec un avis qui va peut-être fâcher, mais pour moi, c'est une des meilleures trilogies d'animation qui existent, avec Toy Story. Oui, je dis les termes. Mais dis le terme, dis le terme! Déjà le 1 était une pépite, mais les suites sont excellentes, sans jamais toper la perfection qu'était le premier, mais c'est pas grave. Les quelques tout petits défauts qu'ils ont n'émaillent pas la surface de cette trilogie si solide. Parlons des essentiels en premier, nos deux légendes Croque-Mou et Harold, dont l'histoire est digne des meilleures amitiés du cinéma. C'est bien écrit, touchant, motivant, avec des moments de pure mise en scène qui font mouche. Des instants émouvants marquants, du courage. Enfin voilà, je pourrais utiliser tous les superlatifs possibles pour vous l'expliquer, mais je préfère vous laisser vous faire votre propre idée. Et pour ce qui est des autres personnages, c'est du très bon aussi. Astrid est la femme forte par excellence, commençant comme j'ai dit tout à l'heure en barrage à tout ce que représente Harold, avant de se laisser convaincre par sa mentalité et d'entamer un changement qui s'avéra payant, vers une femme aimante et douce, mais toujours viking par Odin. Ses amis, c'est des gars sûrs, bon y en a pas un pour attraper l'autre, et ils vous feront parfois lever les yeux au ciel. Mais au fond, c'est des bons gars. Quant aux parents d'Harold, et j'inclus Gullford le tonton génial dans le lot, c'est le top de ce qui peut se faire en termes de parentalité. Bon, pas au début, hein, mais à la fin, ils sont tous les deux dévoués à leur tâche de parents. Et je trouve ça d'ailleurs extraordinaire de la part de deux personnages qui partaient d'aussi bas. Je veux dire, Stoïque était en complète inadéquation avec son fils et ne l'écoutait jamais. Et sa mère l'a abandonné pour aller créer un chenil pour dragon pendant 20 piges. Mais sur la fin, on a un père compréhensif, à l'écoute et capable de se sacrifier pour sauver un enfant qui, il n'y a pas 2 ans, le dégoûtait presque. Quant à sa mère, elle devient le modèle fort et affirmé dont Harold avait besoin pour passer à l'étape supérieure et devenir le chef. Statut qu'il gérera également au top, avec un apprentissage où il partait de loin lui aussi. Et Gullford, bah c'est Gullford quoi. Toujours où il faut, avec les bons mots au bon moment pour que les choses aillent d'elles-mêmes. En plus d'être vraiment drôle par moment. Pour les dragons, à part Croque-Mou la légende, y a pas grand monde, même si certains sont très attachants et touchants, quand ils sont pas carrément super stylés. Mais en vrai, quel personnage! Muet du début à la fin, ce n'est que par les sons incroyables qu'il émet et ses expressions faciales qu'il transmet ce qu'il a à dire. Et c'est toujours parfait. Et c'est tellement bien fait que je suis sûr que n'importe lequel d'entre nous serait d'accord pour dire qu'il en voudrait un lui aussi. Les méchants, c'est pas toujours la folie, surtout dans le 2, mais entre l'alpha du premier et ce cher Grimmel, on est quand même bien servi. Les images, c'est du bonbon pour les yeux, grâce à des équipes qui, plus je m'intéresse à DreamWorks, plus elles m'impressionnent. Surtout en comparaison de certains Disney, qui deviennent de plus en plus moches, j'ai l'impression. Que ce soit le village, la nature, les effets d'eau, la lumière, les écailles, le feu, c'est parfait à tous les niveaux. Et la musique, bon sang cette musique, je vous jure qu'elle m'a hanté pendant tout le montage de cette vidéo. Facilement dans mon top 10 des meilleures musiques de film, entraînante quand il le faut ou triste quand il y a besoin, c'est vraiment ce qui restera et qui, quand ces quelques notes seront sifflées, rappelleront à notre bon souvenir ces superbes œuvres. En plus, ça prend pas les enfants pour des idiots, et ça les prend pas par la main pour leur expliquer des trucs aussi durs que la perte d'un membre, d'un père, d'un ami, et la difficulté d'être un chef, un protecteur et un guerrier, mais avec sa sensibilité et ses défauts. Respect à l'écriture, au montage, à Adine de Blois et ses collègues, lui qui a porté le bébé à bout de bras pendant une décennie entière, grâce à une équipe qui est restée soudée durant toutes ces années. Fait plutôt rare dans l'industrie. Pour un résultat qui a autant satisfait les foules que les critiques. En plus du porte-monnaie des actionnaires. Et je remercierai jamais assez les équipes techniques, les producteurs, les réalisateurs et les musiciens qui ont bossé sur cette franchise. Tant le superbe travail qu'ils m'ont proposé m'a permis de m'évader dans un monde imaginaire pendant quelques heures. Ce qui est le but du cinéma à la base, ne l'oubliez pas. En espérant que cette équipe revienne aux commandes de l'adaptation live prévue pour 2025. Mais non, mais si. Bon, c'est fini pour cet épisode. Mais avant de partir, je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements, vos commentaires et vos partages. En un an, vous avez fait grandir cette chaîne comme j'aurais jamais pu l'imaginer. Alors pour ça, merci. Quant à moi, je te propose de t'abonner, un petit commentaire, un petit pouce bleu, n'hésite pas à faire sonner ma grosse cloche, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Napoléon, on dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ah donc d'après les équipes, Gullford est gay. Ok. C'est la fin.